Bonsoir à toutes et à tous. Planète Médecin est une nouvelle émission politique pour mieux vous informer sur les évolutions de notre métier. Avec une ambition, devenir le rendez-vous mensuel télévisé de la CSMF. C'est la raison pour laquelle cette émission sera animée par le président en personne, le docteur Jean-Paul Ortiz. Alors Jean-Paul, pourquoi cette émission ? Bonsoir. Deux raisons principales que je résumerai en deux expressions. D'abord, vivre avec son temps. Jamais notre profession n'a été aussi malmenée que lors des précédents quinquennats. Nous ne sommes pas persuadés que la vague d'optimisme qui semble caractériser pour de nombreux Français l'arrivée d'un nouveau président à l'Élysée soit partagée par l'ensemble des médecins. Vivre avec son temps, c'est jouer un rôle et ne pas subir. C'est donc vous informer régulièrement, en temps réel, pour vous permettre de réagir. Deuxième raison, vivre avec son époque, c'est-à-dire utiliser les moyens les plus performants de dialogue entre nous, ces fameux réseaux sociaux, dont la télévision directe, via Internet, est l'expression la plus puissante. Cette émission est au centre d'un dispositif qui comporte notre site, nos comptes Twitter et tout ce qui fait déjà le quotidien du jeune médecin, certes, mais aussi, et je le sais, de nos confrères de tous âges. Alors cette émission va se dérouler en deux parties. Un débat avec nos invités que je vous présenterai dans un instant. Et puis pour montrer l'interactivité que nous offre le direct, eh bien, nous répondrons à toutes vos questions que vous poserez grâce à la boîte de dialogue située en dessous de votre écran. Chaque émission aura un thème. Celui de ce soir se résume en une question simple. Et maintenant, Madame la Ministre, Jean-Paul. Agnès Buzyn est au travail depuis le 18 mai. Sa nomination, si elle a été pour les Français une certaine surprise, ne l'est pas pour ceux qui suivent la politique de la santé. Certes, il s'agit d'une onco-hématologue remarquable, de réputation mondiale, il faut le saluer, mais il s'agit de l'ancienne présidente de l'INCa, l'Institut national du cancer, et surtout la présidente de la Haute Autorité de Santé, poste qu'elle a occupé jusqu'à sa nomination à Ségur. Un parcours plus politique que celui d'une représentante de la société civile, comme les médias le soulignent. Sa nomination a été saluée, logiquement, par la médecine hospitalière, mais quel est son sentiment réel pour la médecine libérale ? On peut être un peu inquiet. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Place à notre premier débat. Et maintenant, Madame la Ministre. Alors, notre comité éditorial a sélectionné quelques grandes questions. Jean-Paul ? Le plus difficile a été de choisir parmi une cascade de dossiers chauds. On abordera de toute façon les thèmes que nous avons dû abandonner dans nos prochaines émissions. Alors nous avons voulu aussi illustrer chaque question par la vraie vie, les attentes de médecins confrontés à la réalité quotidienne par leur pratique de médecin libéral. Deux membres de la CSMF se sont prêtés à nos questions. Vous nous les présentez, Jean-Paul. Tout d'abord, Franck de Vulder, il est gastro-entérologue à Reims, il est président du syndicat des médecins spécialistes de l'appareil digestif. Ensuite, Michael Riahi, généraliste à Paris, dans une maison médicale. Alors on va commencer, vous ne serez pas surpris, par le tiers payant généralisé. Agnès Buzyn est-elle l'héritière de Marisol Touraine ? Une décision fondamentale pour les médecins libéraux. Et nous avons effectivement commencé par cette question. Que pensez-vous du tiers payant généralisé? Premier reportage, des images de Michael Spitzberg. Le tiers payant généralisé, à mon avis, c'est la meilleure mesure qu'on peut prendre si on veut dégoûter l'ensemble du corps médical d'exercer en libéral. En pratique, ça n'apporte rien aux patients. En revanche, ça va entraîner une surcharge administrative pour les médecins et être totalement ingérable. On doit soigner les patients et pas s'occuper de voir si on est payé, pas payé, les droits, etc. Et du coup, ça va être totalement inapplicable. Donc, c'est vraiment une mesure à supprimer d'urgence pour reprendre toute négociation. Si nous sommes opposés au tiers payant généralisé, nous sommes, et on l'a montré à la CSMF, très favorables à la mise en œuvre d'un tiers payant social. Donc qu'on mette un tiers payant social et un tiers payant peut-être généralisable, oui, le tiers payant généralisé obligatoire pour tous, nous y sommes farouchement opposés. Je crois qu'il est temps maintenant de vous présenter nos invités qui nous ont rejoints sur le plateau de Planète Médecin. D'abord Luc Duquesnel, président des généralistes CSMF et médecin à Mayenne, dans les Pays de la Loire.
le docteur Patrick Gasser, président de l'Union nationale des médecins spécialistes confédérés et gastroentérologue à Nantes. Enfin, le docteur Julie Mazet, secrétaire générale des généralistes SMF et médecin généraliste à Monétier-Mornex en Haute-Savoie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, Bonjour. on commence très fort avec le tiers payant généralisé. Pessimiste sur son retrait ou le report? Non, je crois que ce qu'avait annoncé le président de la République, c'est que ça allait devenir un tiers payant éventuellement généralisable. Il n'y avait plus le côté obligatoire. Je crois que très clairement, tout le monde sait que techniquement, ça allait être une surcharge de travail administratif. Je pense que ce n'est pas le moment de donner plus de travail administratif aux médecins. Ça ne correspond pas à un besoin, ça a été dit dans les reportages. Je veux dire, aujourd'hui, on pratique le tiers payant vis-à-vis de nos patients. Le rendre obligatoire, ce n'est ni un besoin et ce n'est pas praticable. Luc Duquesnel, c'est quoi pour vous le tiers payant généralisable? Le tiers payant généralisable, c'était l'obligation pour les patients de pratiquer un tiers payant. Alors tel qu'il était quand il était obligatoire, c'était sur la demande des patients. Alors on nous a dit il est obligatoire, mais vous n'aurez pas de sanction si vous ne le pratiquez pas. Là, très clairement, on attend quand même que ce soit défini, ce que ça veut dire généralisable, parce que Ça généralisable... reste un peu flou. Exactement. Donc, nous, ce qu'on attend, c'est que des mesures très précises qui fait que ce tiers payant, il ne sera pas obligatoire. Ça sera, en effet, le médecin qui décidera, comme on le fait aujourd'hui, y compris sur la part obligatoire, mais en tout cas pas sur la part complémentaire, du fait de la surcharge de travail administratif. Patrick Gasser? Je dirais, comme Luc Duquesnel, je crois qu'on est pragmatique. Il y a des patients qui ont besoin d'avoir un accompagnement, et notamment un accompagnement financier. C'est le tiers payant social. Donc n'allons pas plus loin. Laissons gérer aux médecins leur propre accessibilité. Et je pense qu'on répondra à l'ensemble des besoins de l'ensemble de la population. Patrick Gasser, la CSMF avait porté un concept qui n'a pas été repris par Marisol Touraine, qui était celui du paiement monétique à débit différé santé. À débit différé santé. Oui. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus et nous expliquer en quoi ça consistait? Alors, globalement, c'est au travers du paiement monétique, c'est-à-dire de la carte de crédit. Vous savez que vous avez un paiement qui va être différé dans le cadre sur votre compte. Et on a donc une solvabilité par la banque de la consultation. Moyennant quoi, le patient sera débité à la fin du mois alors qu'il aura déjà reçu le remboursement, puisqu'en moyenne, les remboursements sont à 5 jours. Autrement dit, c'est une dispense d'avance de frais. C'est une dispense d'avance de frais, tout à fait. C'est bien la réponse au problème d'accès aux soins pour tous, Et dont Marisol Touraine nous a beaucoup parlé. Oui, tout à fait. Et je pense qu'on a fait beaucoup de choses. On a parlé beaucoup, on a débité beaucoup de réflexions sur ce sujet, alors qu'on le faisait déjà, je dirais, dans la vraie vie. Julie Mazet? Et pour compléter les propos, à titre personnel, j'ai pu installer ce système au sein de mon cabinet. Donc je peux proposer, ça marche très bien, c'est gratuit pour moi et pour les patients. Je trouve que c'était une réponse formidable que la ministre n'a pas voulu entendre. Ça vous coûte combien, Julie Mazet? Ce en système, frais, ce système de débit différé? ça me coûte 0 pour moi et pour les patients. C'est un service offert par ma banque. C'était une solution idéale et idyllique pour tous. Bravo. Avant de vous demander un mot de conclusion, il y a juste une réflexion qui vient d'arriver. Il ne faut rien céder sur ce premier dossier. Notre attitude sur le TPG va donner le tempo de tout le quinquennat vis-à-vis de nous. Soit on est écouté, soit on est mangé. Il n'y aura pas de demi-mesure. Je crois que l'exemple de Julie Mazet qu'elle vient de donner à l'instant montre combien, oui, il y avait des solutions alternatives à ce tiers payant généralisé qui a été justifié pour faciliter l'accès aux soins et qui en fait n'est pas là l'essentiel du problème, puisque l'accès aux soins, on sait bien qu'il est pris en charge dans le cadre des populations les plus défavorisées, mais il existe des vraies solutions alternatives, il ne faut pas hésiter à les utiliser. Alors merci, on va maintenant passer au deuxième thème, l'accès aux soins et territoires. On a voulu évoquer avec le docteur Yari l'exercice libéral de demain et avec Franck de Vulder, le statut du spécialiste dans l'avenir. On écoute les deux réponses. Quels moyens on va nous donner pour travailler mieux et travailler plus les uns avec les autres. Si on ne revalorise pas l'exercice médical et qu'on ne donne pas des meilleurs moyens d'exercer, on aura beau faire des maisons de santé, elles vont être vides. Donc la question n'est pas tellement exercer seul ou exercer en maison de santé, mais comment nous donner les moyens d'exercer demain.
une des places du médecin spécialiste ou une des places de la médecine spécialisée, c'est certainement de prendre plus de taille, d'avoir des entreprises plus grandes, plus solides, permettant aux plus jeunes de rentrer dans des entreprises médicales libérales et d'avoir le choix entre l'hôpital public et l'entreprise médicale libérale où d'un côté et de l'autre, ils seront en sécurité. Puis la deuxième chose, je pense qu'il faut trouver des passerelles entre le public et le privé et permettre à nos jeunes confrères de pouvoir avoir une activité mixte comme nombre d'entre eux le souhaitent aujourd'hui. Jean-Paul Ortiz, je te pose beaucoup de questions. Aujourd'hui, seulement 10 à 15% des médecins généralistes exercent en maison de santé. La moitié des médecins généralistes sont seuls en cabinet. Comment voyez-vous l'exercice de demain ? Pose cette question à qui ? Je peux commencer ? Alors, Julie. Allez. Moi, un sujet qui me tient à cœur, c'est que je pense que la médecine libérale est vraiment plurielle et multiple. Il n'y a pas une réponse standardisée pour tous les territoires. C'est impossible. J'aurais vraiment à cœur qu'il y ait des réponses qui puissent être beaucoup plus souples et flexibles. Me concernant, je travaille en zone à côté de Genève. Le foncier est hors de prix. Il est inenvisageable, par exemple, pour des jeunes d'acheter son local et d'en être propriétaire. Ce n'est pas possible. Nous, dans notre cabinet, c'est la mairie qui nous a aidés, par exemple. Donc chaque territoire, chaque secteur a finalement ses contraintes et ses problèmes. Donc je pense que une réponse unique est inenvisageable. Donc pour certains, ça va être plus de sécurité. On voit bien ce qui se passe à l'heure actuelle avec de nombreuses agressions de nos confrères. Pour certains, c'est une réponse plus de sécurité au sein des cabinets. Pour d'autres, c'est les aider peut-être défiscaliser dans certains endroits qui sont beaucoup trop chers au niveau foncier. Chaque endroit a ses particularités, il faut vraiment en tenir compte si on veut attirer les jeunes. Oui, mais ça c'est un constat, vous ne nous dites pas comment vous voyez l'exercice médical de demain. Alors l'exercice de demain, je l'imagine de toute façon interconnecté entre nous, de manière physique. On peut être réunis au sein de maisons pluridisciplinaires ou réunis sur différents sites. Donc plus de cohésion avec les paramédicaux, les infirmières, les kinésithérapeutes et aussi bien sûr plus de liens avec nos autres confrères spécialistes pour une meilleure prise en charge de nos patients. Luc Duquesnel. Je crois qu'on a le Conseil national de l'ordre qui a donné des chiffres de la démographie médicale, de l'évolution et la semaine dernière l'adresse. Très clairement, 2007 à 2025, 26% de médecins généralistes libéraux en moins. Ça, c'est juste les effectifs et à côté, avec une population qui augmente et qui vieillit. Donc la question qu'on doit se poser pour ce qui est des médecins généralistes, c'est comment on fait demain, les médecins généralistes libéraux, pour répondre aux besoins de santé de la population sur le territoire. Et très clairement, on doit modifier nos organisations professionnelles, travailler autrement, de façon à pouvoir prendre en charge plus de patients, ou alors il faudra qu'on abandonne certaines missions, ou alors confier certains pans du territoire, je veux dire à d'autres, l'hôpital et tout. Donc très clairement, pour nous, on a décidé de travailler sur ces réorganisations et aller, on n'a pas peur de le dire, éventuellement vers les pratiques avancées. Travailler avec d'autres professionnels de santé, ce qu'on appelle les soins primaires, mais aussi travailler avec les autres spécialistes, les autres médecins spécialistes pour prendre en charge nos patients chroniques. Luc Duquesnel, est-ce que ça veut dire que vous seriez prêt à aller vers des délégations de tâches comme eux, on en a beaucoup parlé ? Alors, je préfère le terme de pratique avancée plutôt que délégation de tâches, en tout cas. Pourquoi ? Très clairement, je crois que délégation de tâches, je me souviens toujours d'une présidente d'un syndicat infirmier qui disait « vous me prenez pour une tâcheronne ». Bon, alors finalement... C'était pas valorisant. C'était pas très valorisant. C'est pas dans le sens de et je crois qu'il ne s'agit pas d'avoir des notions de hiérarchie, c'est-à-dire que c'est avoir l'expertise du médecin généraliste, mais d'un autre côté, ces pratiques avancées doivent toujours rester sous la responsabilité du médecin traitant, ça c'est essentiel. Mais demain, on doit travailler autrement. Très clairement, moi j'ai des patients, je pourrais peut-être des patients hypertendus, équilibrés, diabétiques équilibrés, je pourrais peut-être voir qu'une fois par an, l'infirmière les voir plus souvent. Par contre, me consacrer beaucoup plus de temps aux patients qu'on a du mal à équilibrer. Patrick Gasser, en médecine spécialisée, la délégation de tâches, vous en pensez quoi ? Vous savez qu'à l'IMSP, aujourd'hui, on est en train de réfléchir sur ces pratiques avancées ou délégations de tâches. Bien évidemment, nous avons une responsabilité populationnelle sur un territoire. Il faut pouvoir y répondre. Certains spécialistes y ont déjà commencé à donner des réponses, notamment l'ophtalmologie, qui, par la pression de la demande, est en train de s'organiser. Donc, nous emmenons aujourd'hui l'ensemble des spécialités à réfléchir sur ces délégations de tâches. Comment les organiser ? Comment les gérer ? La responsabilité du médecin est toujours engagée. Donc ça pose plusieurs questions. Mais très clairement, aujourd'hui,
cette responsabilité, nous la prenons et nous allons la mettre en place sur le terrain. Demain, pour les médecins spécialistes, on a parlé des médecins généralistes avec Julie Mazet. Pour les médecins spécialistes, comment vous voyez le statut du médecin spécialiste demain? Est-ce que vous pensez qu'il continuera à exercer seul, dans des structures regroupées? Est-ce qu'il doit aller vers des maisons de santé, dans des établissements de soins comme on a le modèle anglo-saxon? Quelle est votre vision du médecin spécialiste libéral de demain? Alors il sera probablement multiple, mais aujourd'hui, cette responsabilité territoriale, nous la prenons, nous souhaitons y donner une vraie réponse. Et donc, Franck de Vulder a parlé d'entreprise médicale libérale. Elle a donc une responsabilité. Elle doit répondre aux besoins de la population. Elle répond aussi aux besoins de nos collègues généralistes qui, aujourd'hui, pour mailler leur territoire, pour répondre à la demande, ont besoin d'un accompagnement dans la prise en charge du diagnostic, du traitement. Donc, alors, vous parlez beaucoup de territoire. On a vu, pas plus tard qu'hier, les chiffres du Conseil de l'Ordre, les aides à l'installation, en particulier pour les médecins généralistes, Luc Duquesnel, et les zones de déficit en offre de soins, en particulier en médecine générale. On parle rarement d'ailleurs des déficits de l'offre de soins en médecine spécialisée. Quelle vision vous avez pour arriver à permettre à la population d'accéder partout à des médecins spécialistes, pour Patrick Gasser, et à des médecins généralistes pour Luc Duquesnel? Alors la première réponse, c'est de mutualiser, c'est d'exercer en groupe. Puis après, c'est de mailler ce territoire à travers de nouveaux outils. Parfois la télémédecine, mais d'autres, des pratiques qui sont des consultations avancées, en lien avec des établissements de soins pour effectuer certains bilans. Mais demain, on peut même aller plus loin, mettre en place des maisons de spécialistes, mais je pense que l'avenir, c'est même des maisons de médecins tout court, où l'on pourra, en plus, faire des gestes. Et on peut regarder le modèle allemand, où déjà des anesthésistes vont dans la proximité pour faire des gestes simples de prise en charge. Et en plus, là, nous allons vers l'ambulatoire. Nous faisons ressortir l'hôpital et nous prendrons en charge de plus en plus les patients en ambulatoire. Une dernière question, oui. Luc Duquesnel n'a pas répondu sur la proximité et les déserts médicaux. On appelle ça les déserts médicaux et les chiffres du Conseil de l'Ordre. Très clairement, demain, ce n'est pas un médecin dans chaque commune. C'est voir quelle est la bonne organisation territoriale. Ce sont des médecins généralistes qui vont travailler ensemble de façon coordonnée avec d'autres professionnels, les pharmaciens, les infirmières, les kinés, pas forcément sous le même toit. On peut être en multisite, maintenir un maillage du territoire, c'est important, cet exercice coordonné. Mais aussi, j'insiste, parce qu'en effet, on en parle très peu, on ne s'intéresse pas aux autres spécialistes. C'est essentiel de travailler aussi sur la coordination entre les médecins généralistes, les médecins traitants et les autres spécialistes. C'est indispensable. Moi, en tant que médecin généraliste, si je n'ai pas de spécialiste pour m'aider à prendre en charge les patients atteints de pathologies chroniques, je veux dire, ça devient infernal pour les médecins généralistes sur le territoire. Et qui fait que d'ailleurs un territoire sans spécialiste dit du deuxième recours, je veux dire, c'est ce qui fait que ce territoire n'est plus attractif pour les médecins généralistes libéraux. Si j'ai bien compris, le désert médical en médecin spécialiste accroît le désert médical en médecin généraliste. Voilà, une conclusion consensuelle, ce qui va nous permettre de passer au troisième thème. Le troisième thème concerne le système conventionnel. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions à nos invités grâce à la boîte de dialogue située en dessous de votre écran. Deux préoccupations. L'avenir du système conventionnel et le manque de concertation. Alors, avant de regarder le reportage, on va remercier le docteur Julie Mazet qui va nous laisser sa place à une nouvelle invitée. Et nous, pendant ce temps-là, on repart vers les cabinets de nos médecins. Merci. Merci. Il est probable qu'il faut qu'on puisse migrer à un système complexe, à un système plus simple, ouvert à tous les médecins sans inégalité entre généralistes et spécialistes, avec un secteur unique et des compléments d'honoraires justifiés et négociés, c'est-à-dire que ce que les mutuelles pourront payer comme complément d'honoraires, ce sera quelque chose de précis et de justifié selon la spécialité. La loi de finances de la Sécurité sociale a permis cette année, pour la première fois, de se passer des négociations conventionnelles pour s'attaquer à un tarif, au tarif de médecins libéraux. Aujourd'hui, les radiologues
Demain, d'autres suivront, n'en doutons pas. On est tous solidaires des radiologues pour lutter contre cet aspect de la loi et revenir au cadre conventionnel et uniquement au cadre conventionnel où l'assurance maladie et les syndicats médicaux fixent entre eux les règles de l'exercice libéral. Eh bien, une nouvelle invitée nous a rejoint pour commenter sur le plateau de Planète Médecin. Le docteur Brigitte Viré, qui est présidente du syndicat national des pédiatres français, le SNPF, et pédiatre à Dijon, en Bourgogne-Franche-Comté. Alors, je vais se poser la première question. Le système conventionnel actuel prévoit des tarifs comme base de remboursement pour les patients. Comment voyez-vous l'avenir du système conventionnel pour les médecins libéraux? Vaste question. Qui répond? On donne la parole à qui, là? Allez. Patrick Patrick Gasser, pour les spécialistes. Vous savez, il ne faut jamais sourire quand on pose une question, parce qu'on sait que c'est pour vous. Eh bien, je pense qu'il n'est pas mort. Au contraire, nous avons aujourd'hui des propositions pour redynamiser ce système conventionnel, mais il y a des éléments qu'il va falloir faire disparaître rapidement. Vous avez tous vu un article du PLFSS, l'article 99, qui gérait de façon unilatérale les tarifs qui pouvaient être gérés par le directeur de la Caisse. C'est inadmissible. C'est vraiment une brèche dans le système conventionnel et dans les rapports qu'on peut avoir et les discussions qu'on peut avoir pour construire l'avenir. Ça, c'est une des... Je dirais, c'est un élément incontournable pour reconstruire le système conventionnel de demain. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, le système conventionnel a été bien attaqué par Marisol Touraine. Et lorsqu'on voit la lettre de cadrage qu'elle avait fait au directeur de la Caisse nationale, on s'aperçoit que c'est elle qui dirigeait les négociations. Et quand on a une direction, ça veut dire qu'on n'a plus de négociations. Luc Duquesnel, est-ce que vous pensez que le système conventionnel, qui aujourd'hui est unique, avec la CNAM, l'assurance maladie, doit rester un système conventionnel unique, ou est-ce que d'autres relations avec d'autres organismes payeurs, en particulier les assureurs complémentaires, doivent être réfléchies pour l'avenir? Très clairement, on a vu les limites. 8 mois de négociations conventionnelles l'an dernier, qu'on peut considérer comme un échec pour nous, les médecins généralistes, tout simplement parce que la demande forte, c'était par rapport à une population qui évolue, qui est âgée, beaucoup plus de consultations complexes. Et le projet de la CSMF, qui était cette hiérarchisation des consultations et qui n'a pas été pris en compte, puisque globalement, 95% de nos consultations complexes, on les faisait à 23 €, on va les faire à 25 € demain. Première chose. Deuxième chose, il y a aussi tout le champ de la prévention. Pourtant, c'était la promesse, le premier chapitre de la loi de modernisation du système de santé, et il n'y a rien dans cette loi. Et justement, Agnès Buzyn a mis la prévention comme étant un élément majeur de la politique de santé pour le quinquennat à venir. Ça avait d'ailleurs été largement développé par Emmanuel Macron pendant la campagne. Est-ce que vous pensez qu'il y a un champ possible en matière de prévention dans la convention actuelle, ou comment faudrait-il la modifier? Dans la convention actuelle, je ne suis pas sûr, on sort d'une négociation conventionnelle, c'est pas vieux, c'était en 2016. Et je pense qu'en effet, tout le domaine de la prévention, on peut le travailler avec les complémentaires santé. C'est aussi leur intérêt, c'est permettre, je veux dire, à leurs assurés de pouvoir bénéficier de consultations de prévention. Je veux dire, c'est essentiel aujourd'hui. On n'est que dans le soin, on s'occupe peu de la santé. Finalement, c'est considéré que si on n'est pas malade, on est en bonne santé. Bien non. On peut ne pas être malade et avoir des antécédents et tout. Donc je crois que le champ de la prévention, on doit l'investir. Patrick Gasser, c'est pas dangereux de négocier ou discuter avec les assureurs complémentaires? C'est le diable pour les médecins libéraux. Ça a été le diable, mais je crois qu'aujourd'hui, les assureurs complémentaires sont ouverts à la négociation, ils sont ouverts à la création d'une convention éventuelle. Je rappelle quand même qu'ils ont essayé effectivement à un moment, dans le cadre d'une loi qu'on a appelée la loi Leroux, de mettre les médecins libéraux dans des filières et de pouvoir sélectionner. Brigitte Viré, non, ça vous inquiète, cette négociation avec les assureurs complémentaires? Non,
pas vraiment. éventuelle? Je pense qu'il faudra être extrêmement prudent parce qu'il ne faudra pas se trouver embarqué effectivement dans des prises en charge un peu stéréotypées et que nous soyons complètement bâillonnés. Donc ça, il faut effectivement être extrêmement prudent. Mais c'est vrai que la prévention, donc moi en tant que pédiatre, c'est le cœur de métier de la pédiatrie et c'est ce que nous faisons au quotidien. Et c'est vrai que nous avons été assez déçus de voir que la prévention n'était pas du tout reconnue dans la Convention actuelle. Donc il y a beaucoup de chemin à parcourir pour que cette convention corresponde aux besoins de la population, en particulier dans les domaines de prévention, mais pas que. On va peut-être aborder justement le 4e thème, quel est le contenu de cette convention, le contenu de la convention médicale, en particulier... La hiérarchisation de la consultation, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais on ne voit rien venir. Direction Reims et Paris. Je pense que la Convention ne prend pas suffisamment en compte la diversité des modes d'exercice, la diversité des spécialités médicales. Diversité des modes d'exercice au travers de l'exercice individuel ou exercice de groupe. Je le disais tout à l'heure, je crois en l'entreprise médicale. Je pense qu'il nous faut évoluer vers une entreprise médicale. Je crois à ce que l'entreprise médicale puisse venir apporter du soin dans des territoires considérés comme étant des déserts médicaux. Et je pense que la Convention doit inciter ça, comme elle a incité au travers des maisons de santé pluridisciplinaires, l'exercice libéral en médecine générale regroupé avec d'autres paramédicaux. Œuvrons dans la même direction pour les médecins spécialistes. Il va falloir qu'on arrive à définir un cadre précis et très clairement c'est une demande très nette, notamment pour tout ce qui est coordination. Je pense que c'est vraiment ça qui fait la complexité. À partir du moment où des médecins se coordonnent et une consultation devient complexe, à partir du moment où un médecin appelle un collègue, appelle l'hôpital, ça devient long et complexe et ça il va falloir clairement le codifier. Alors, est-ce que vous pensez que la convention médicale doit mieux prendre en compte la durée, la complexité des consultations en fonction des patients? On va vous demander, vous, madame. Absolument. Je pense que c'est inévitable d'en arriver là. Vous avez des consultations, on va dire, relativement simples, qui ne vont pas vous prendre énormément de temps. Et puis, vous en avez d'autres. Eh bien, il vous faut au moins 3/4 d'heure, voire plus, parce que c'est un enfant qui va avoir, pour nous, un enfant qui va avoir plusieurs pathologies, que vous voyez qu'une fois de temps en temps et pas dans le courant. Donc il faut tout redétricoter, toute son histoire, et forcément... Mais ça, c'est pas une consultation nouvelle, ça a toujours été ça, la médecine. Pourquoi non, on prendrait plus aujourd'hui en compte qu'hier Parce que c'est de plus en plus complexe. Parce qu'il y a souvent maintenant plusieurs champs d'entrée dans les consultations, parce que tous les problèmes sont devenus plus difficiles à résoudre. Duc de Canel. En effet, la population vieillit, elle veut de plus en plus rester à domicile, de moins en moins dans des établissements, avec de façon polypathologique. Et donc, c'est ce qui fait que ces prises en charge sont longues, sont complexes, et puis il n'y a pas, on veut éviter l'hospitalisation, virage ambulatoire. Et on voit même aujourd'hui des patients qui sont opérés d'une prothèse de genou le matin, ils sont revenus chez eux l'après-midi, donc des prises en charge qu'on n'avait pas forcément à faire avant, des patients qui changent, et ces consultations complexes, eh bien c'est aussi travailler avec le secteur social, le secteur médico-social, le fait de vouloir rester à domicile, tout ça ce sont on doit non seulement modifier nos modes organisationnels, mais avoir en plus de ça des modes de rémunération qui soient adaptés à ces nouvelles prises en charge. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Patrick Gasser, sur le contenu de la convention médicale, les médecins exerçant en secteur 2 n'ont pas eu droit aux revalorisations de la convention 2016. Certains rétorquent que finalement, ils n'ont qu'à augmenter leur complément d'honoraires. Vous en pensez quoi? Je crois que quand on parle d'accessibilité, ce n'était pas la réponse qu'il fallait donner. Au contraire, puisqu'on souhaite plutôt diminuer les compléments d'honoraires. Donc ce qu'il fallait faire, c'est augmenter les tarifs de la consultation pour tous. Et d'ailleurs, on le voit, lorsque des actes sont bien rémunérés, il n'y a pas de complément d'honoraires. Mais finalement, ils peuvent opter pour l'Optam ou l'Optam-CO. Il a remplacé le CAS. C'est à peu près pareil. Vous voyez cette option de quelle façon? Je crois qu'aujourd'hui, le CAS a montré ses limites. Et avec l'Optam, on n'a pas été plus loin.
Premièrement, ce n'est pas accessible à tous. Pourquoi cette différence entre les médecins alors que tout le monde, aujourd'hui, est médecin et médecin spécialiste, avec une expertise? Je crois que ce que nous avons voulu essayer de faire comprendre, nous, à la Caisse, c'était qu'il fallait utiliser les médecins à leur juste valeur, avec leur expertise, et donc les valoriser au niveau de leur expertise. Aujourd'hui, 25 €, ce n'est pas valoriser l'expertise d'un médecin. Donc il faut aller bien au-delà. On a plusieurs commentaires qui nous arrivent. Le premier de dire, il y en a marre qu'il y ait des disparités de rémunération si importantes. J'ai l'impression qu'on a tous fait les mêmes études à peu de choses près et qu'on a tous les mêmes compétences. Si on veut plus de médecins généralistes, il faut le dire. Oui, bien. Je crois que c'est pas que la problématique des médecins généralistes, c'est une problématique plus des spécialités cliniques. Des médecins des spécialités cliniques, et c'est vrai que voilà, ce sont des choses qu'on entend, et qu'on entend nous au syndicat, la CSMF, de la part des spécialités cliniques aussi. On a maintenant que la convention a été signée et validée pour une durée de 5 ans, on est un peu prisonnier. Je pense que de toute façon, la convention, nous l'avons refusée, effectivement. Justement, il y a un commentaire, pourquoi vous ne l'avez pas signée comme Nous ne l'avons pas signée parce que nous avons considéré que c'était une convention qui était basée sur des mécanismes du passé et qui ne correspondait pas aux nécessités de la médecine libérale aujourd'hui. Parce qu'il faut bouger, il faut avoir de nouveaux modes de rémunération avec ces consultations hiérarchisées dont on parlait. Il faut vraiment avoir quelque chose de novateur pour la médecine libérale. Ça ne correspondait pas, les moyens n'y étaient pas, c'était une convention pour certains et pas pour d'autres, des revalorisations pour certains ou pas pour d'autres. C'est un geste que vous ne regrettez pas? C'est un geste que nous ne regrettons pas. Nous espérons simplement que la nouvelle ministre de la Santé va pouvoir sentir la crise de la médecine libérale, mettre les moyens nécessaires et que nous pourrons avoir, mais je ne suis pas du tout sûr de ce qui va se passer dans l'avenir, que nous pourrons avoir enfin les moyens de ce véritable virage ambulatoire que nous sommes prêts à assumer. Une autre question, mais vous allez répondre, Patrick Gasser. Faudrait-il pas une convention séparée pour les généralistes et les spécialistes? Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, cette convention est une convention qui est clivante. Et c'est pour ça que nous ne l'avons pas signée, que nous avons demandé au président de la CSMF de ne pas la signer. Et je pense que demain, au travers d'avenants conventionnels, on peut reconstruire une convention. Mais je constate que les 3 derniers avenants sont encore des avenants qui sont clivants. Brigitte Viré, un avantage maternité-paternité vient d'être mis en place. C'était une vieille revendication, en particulier des jeunes générations. Vous êtes contente? Pas complètement, parce qu'effectivement, cet avantage maternité a été donné au départ uniquement pour les femmes de secteur 1 et pas du tout pour les secteurs 2. Ensuite, ça a été un petit peu repris, mais c'est pas du tout sur les mêmes bases, donc ça, c'est pas vraiment accessible. Donc nous, on avait d'ailleurs fait un communiqué de presse en disant que le gouvernement avait inventé le fœtus de secteur 2. Excellente expression. Et effectivement, une convention où on voit qu'il y a des différences entre les médecins. Or, à la CSMF, nous sommes pour un métier unique, le métier de médecin que nous défendons tous, qu'on soit médecin généraliste ou médecin spécialiste. Alors vous avez compris, on a une émission où on aborde beaucoup de choses. On va aborder un 5e et dernier thème, l'argent, car vous devez bien vous en douter, réformer à un prix. Oui, l'investissement dans la médecine libérale est impératif. On écoute ce qu'en pensent nos confrères des efforts financiers à consentir. Une question de réponse. Il faut aller un peu plus vite dans l'acquisition des thérapeutiques innovantes, dans l'acquisition des dispositifs médicaux innovants. Et puis l'innovation, c'est aussi l'innovation dans l'organisation qu'on a laissé tomber depuis tant et tant d'années. Et là, au travers de l'e-santé, au travers d'entreprises médicales, au travers de consultations de médecins spécialistes sur des sites distincts dans des territoires moins richement dotés, il nous faut travailler sur ces sujets pour permettre ces développements et l'innovation dans l'organisation. Les gouvernements mettent toujours dans l'hôpital et très rarement dans le libéral. Alors que si on veut passer à un système innovant, il va falloir très clairement investir et en masse dans la médecine libérale. Je pense notamment par exemple en médecine générale, l'avenir c'est probablement qu'un médecin généraliste soit un chef d'équipe, travaille avec une infirmière, 2 infirmières, qu'on organise mieux le système de soins. Ça va falloir investir. L'innovation en médecine libérale est l'enjeu de demain. Bon, je suppose que vous êtes tous d'accord autour de cette table qu'on n'investit pas assez d'argent, et surtout sur l'innovation.
Alors, sur l'innovation, et puis aussi innover, c'est aussi innover dans les organisations. Éventuellement, n'ayons pas peur de le dire, nous, pour les généralistes, on se dit aussi, on a vu les limites l'an dernier par rapport à nos patients complexes, de ces consultations complexes. La consultation à 50 €, je pense que c'est mentir aux médecins de leur laisser penser qu'ils l'auront. Donc éventuellement, on peut peut-être aussi expérimenter de nouveaux modes de rémunération sur la forme de parcours, parce qu'aujourd'hui, c'est la même problématique qu'à l'hôpital. Aujourd'hui, on a une tarification qui n'est plus adaptée, je veux dire, à nos prises en charge de patients polypathologiques. Patrick, la CSMF a réclamé 1 milliard d'investissements pour la médecine libérale par an pendant la durée du quinquennat, soit 5 milliards, dont d'ailleurs Emmanuel Macron avait dit qu'il voulait investir sur l'innovation en santé. Vous en pensez quoi? Vous pensez que ça sera suffisant? C'est indispensable? Pour la Convention, nous avions demandé, nous, environ 3 milliards. Donc 5 milliards, on peut commencer à réfléchir. Le problème, c'est que ces 5 milliards, il va falloir les flécher. Et j'ai peur qu'on les flèche toujours vers le même, qui est l'hôpital public. Alors qu'aujourd'hui, on parlait d'innovation. L'innovation, elle est effectivement organisationnelle, mais elle est aussi dans les nouvelles technologies. Et elle est aussi en télémédecine. Alors qu'aujourd'hui, on sait qu'il faut investir dans ces organisations. La Caisse nous dit non, parce que j'ai peur de dépenser trop. Donc, non, il faut investir, et il faut largement investir dans l'innovation, qu'elle soit à la fois technologique, organisationnelle, et sur le plan des traitements. Quand on voit le parcours pour faire reconnaître telle ou telle prise en charge, notamment tel médicament, vous apercevez que, en fait, ce n'est plus de l'innovation. L'innovation est déjà passée. Brigitte Viré, vous avez parlé tout à l'heure de la prévention. Aujourd'hui, elle est peu prise en compte par notre système de santé. Les moyens, on l'a vu tout à l'heure, sont faibles. Est-ce que vous pensez que les pédiatres en particulier, mais aussi l'ensemble des médecins libéraux, sont vraiment prêts à s'y investir? Je pense, oui. Les pédiatres tout particulièrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est notre cœur de métier. Nous essayons avec nos faibles moyens d'investir dans effectivement beaucoup de matériel pour pouvoir réaliser cette prévention. Ce n'est pas toujours possible, c'est parfois compliqué. Mais je pense que tous mes collègues médecins, qui soient spécialistes de médecine générale ou autres spécialistes, sont prêts à investir dans la prévention. C'est l'avenir. C'est une opportunité que vous offre Agnès Buzyn avec son discours d'hier. Vous pensez que nous allons aller enfin vers une reconnaissance de cette mission de prévention de l'ensemble des médecins? Je pense que nous allons essayer de lui poser la question et de lui faire comprendre effectivement, mais je pense qu'elle en est quand même un peu persuadée, mais d'aller vers plus de prévention dans toutes les consultations médicales. Puisque c'est ça qui permettra, en tout cas pour nous en pédiatrie, c'est ce qui va permettre à l'enfant d'arriver à l'âge adulte en pleine possession de ses moyens. C'est là-dessus qu'il faut miser. On approche bientôt de la fin de l'émission. Alors on s'était dit qu'on ferait une émission de 45 minutes, vous allez voir, on va presque être dans les temps. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous commenter la durée de cette émission, parce que je pense que le débat est passionnant, on a réussi à aborder certaines choses. Il y a un certain nombre de questions générales qui arrivent. Il me semble que la majorité des médecins ont voté pour Emmanuel Macron. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est un commentaire. Donc, soyons dans l'attente. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais non, ça vous... Effectivement, les différents sondages ont prouvé qu'Emmanuel Macron avait été largement voté au deuxième tour des élections présidentielles. Il représente probablement un espoir pour les citoyens français. En ce qui concerne la santé, il a été particulièrement flou sur son programme. Nous verrons avec la nouvelle ministre de la Santé si nous pouvons arriver effectivement à avoir une évolution de notre système de santé vers la reconnaissance de la médecine libérale et les moyens nécessaires. Alors, Agnès Buzyn, que notre médecin appelle Agnès B, c'est pour faire un peu d'humour, a commencé par s'adjoindre un directeur de cabinet mutualiste. Je crois qu'elle a aussi pris un médecin généraliste, non? C'est ce que vous me disiez?
Le docteur de Berton, donc un médecin généraliste libéral, ben, je crois que quelque part c'est un excellent signe aussi envoyé par rapport aux questions qu'on pouvait se poser par rapport aux médecins libéraux. Voilà, donc, et puis par rapport aux enjeux de demain, la médecine libérale, les problèmes de la médecine libérale, de la médecine générale aussi, je crois que c'est un excellent signe qui nous a été envoyé. Alors, il y a énormément de commentaires sur la délégation de tâches, enfin, ce que moi j'ai appelé la délégation de tâches, que vous avez appelé... Les pratiques avancées. En tous les cas, dans les deux cas, il y a marqué « Attention, danger ». Je pense que s'il y a une émission qu'il faudra faire un jour, c'est bien sur ce thème-là, parce qu'apparemment, ça fait beaucoup réagir nos confrères. On a bien précisé que ce qui était important, c'est que ça reste sous la responsabilité, pour ce qui est des médecins généralistes, du médecin traitant. Et je crois que Patrick Gasser l'a dit aussi, sous la responsabilité des médecins, ça c'est essentiel. Un commentaire aussi, c'est au niveau loco-régional que se prennent les meilleures initiatives, à condition toutefois que l'État n'y fasse pas obstacle. C'est ce que disait un petit peu tout à l'heure notre généraliste, d'un endroit à l'autre ça varie énormément. Totalement. Donc, en fonction des besoins, effectivement, en fonction du maillage déjà, et de la connaissance les uns des autres. C'est comme ça qu'on construit. Une suggestion, vous avez oublié les questions sur les autres professions de soins, mais c'est vrai que ce n'était pas tellement le... C'est une première émission, vous ne pouvez pas aborder tous les thèmes et toutes les problématiques. Là aussi, il y aura d'autres rendez-vous. Là aussi, la coordination manque. Une question aussi sur comment améliorer la qualité des soins en la payant ou en l'évaluant. Est-ce que vous répondez à ça ? Moi, je veux, et je serai très clair là-dessus, je crois que pour améliorer la qualité, il faut de plus en plus d'expertise. C'est d'ailleurs ce que demande l'usager. Et donc, beaucoup de nos confrères dans d'autres pays vont vers la recertification. Et je pense qu'il faut que la profession prenne à bras-le-corps cette problématique et porte de main la recertification. Vous êtes prêt à repasser des examens à la faculté, Patrick Gasser ? La recertification, dans tous les États qui le mettent en place, ce n'est pas la faculté qui le fait, c'est la profession qui le fait. C'est la profession qui s'évalue, c'est la profession qui porte l'ensemble du processus. Vous pouvez prendre les pilotes. Les pilotes, ce n'est pas l'école des pilotes. C'est la compagnie, c'est le constructeur de l'avion. Ils ne sont pas tendres entre eux. Hein. Et ils sont pas. Mais je pense que demain, ce que tout le monde veut, c'est la plus grande expertise et la plus grande transparence. Je pense qu'au travers de la recertification, on aura ces deux éléments. En tout cas, je crois que ce qui est important, c'est que notre activité de médecin libéral s'inscrive dans le cadre d'une démarche qualité. Je crois que c'est essentiel pour nos patients, pour nos pratiques, et ce qui montre aussi l'expertise du médecin. 3 commentaires ou 2 commentaires pour finir. Le premier, enfin 2 commentaires d'ailleurs, pour dire les politiques doivent voir disparaître la médecine libérale. Je pense que c'est un peu excessif. Non, je ne pense pas. Mais bon, simplement, je vous dis ce qu'écrivent vos confrères. C'est pas parce qu'ils la malmènent qu'ils veulent la voir disparaître. Un autre qui dit attendons les législatives parce que c'est pas certain encore qu'on aura les mêmes personnes au pouvoir dans un mois. Donc je pense mais que bon, pour l'instant, il ne faut pas faire de procès d'intention. On ne connaît pas le programme. Donc, justement, attendons. Ah oui. Vous me donnez l'occasion de poser la dernière question. Et elle est pour vous, Président. On dit pourquoi la CSMF est le seul syndicat à avoir accueilli fraîchement cette nouvelle ministre. Si la CSMF s'est montrée inquiète à la nomination d'Agnès Buzyn, c'est parce que nous avons regardé son parcours professionnel, essentiellement centré sur un magnifique parcours hospitalo-universitaire, et parce que nous avions en mémoire très récente la douloureuse expérience de la Haute Autorité de Santé qu'Agnès Buzyn présidait, où le seul médecin libéral a vu son siège de collégien disparaître. Donc ce n'est pas un procès d'intention, c'est simplement une inquiétude que nous avons. Et cette inquiétude, je pense qu'elle doit aussi être comprise par Madame la Ministre comme étant l'expression de la crise de la médecine libérale qu'elle doit entendre et dont elle doit prendre conscience. Oui, l'hôpital ne va pas bien, mais la médecine libérale va mal, va très mal. On en a parlé tout à l'heure avec la problématique des déserts médicaux, avec la disparition entière de zones où on a du mal à accéder à un médecin libéral,
que ce soit en médecine générale, on en parle beaucoup, mais aussi en médecine spécialisée, on en parle de façon différente, en citant les délais de rendez-vous qui sont quelquefois longs dans certaines zones et dans certaines spécialités. Ça traduit bien le peu d'attirance du métier de médecin libéral pour les jeunes générations. Et pourtant, nous faisons un métier formidable, nous faisons un métier passionnant, et ce métier, nous voulons le défendre parce que nous y croyons. Et c'est d'ailleurs ce que je vais porter comme message à Agnès Buzyn, qui nous reçoit comme les autres syndicats médicaux. Elle devait me recevoir avant, mais pour des problèmes d'agenda, ça n'a pas été possible. Et elle reçoit la CSMF ce vendredi, donc je peux l'annoncer d'ores et déjà. Vendredi, dans 48 heures, nous serons reçus par Madame la ministre de la Santé et nous porterons l'expression de ce malaise et toutes les propositions très novatrices que vous avez pu entendre ce soir. Mais elle sera déjà parfaitement au courant parce qu'elle est sans doute en train de nous regarder puisque nous sommes en direct et que je n'en doute pas. Elle sera déjà. Et voilà, on arrive à la fin de cette émission. N'oubliez pas de parler de Planète Médecin autour de vous. Une prochaine émission mercredi 28 juin. On n'a pas encore défini le thème puisque... Nous n'avons pas défini le thème parce que nous attendons un peu l'évolution politique. C'est un petit peu compliqué de fixer un thème, mais la prochaine émission, le rendez-vous mensuel, tous les derniers mercredis du mois, vous pourrez nous retrouver sur Planète Médecin. Et ça sera le 28 juin, dernier mercredi du mois de juin, en direct, parce que c'est la grande originalité de cette émission. Vous posez vos questions. Je vais même vous donner un secret de fabrique. Il y a un de nos téléspectateurs qui dit « Je ne comprends pas ce vouvoiement entre vous ». Bah, c'est une règle à la télévision. C'est vrai qu'entre médecins, on peut se tutoyer, mais en règle générale, on se vouvoie à la télévision parce que ça prouve qu'on n'est pas d'un petit club qui fait son émission sans penser aux autres. Voilà, n'oubliez pas de parler de Planète Médecin autour de vous. L'émission est disponible en replay sur le site de la CSMF et celui de Fréquence Médicale. Vous pouvez réagir à cette émission sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas #Planète Médecin. Je vous remercie. On va remercier nos invités qu'on retrouvera régulièrement, je pense. Vous avez été brillants et c'est une émission extrêmement plaisante à animer. Bonne fin de soirée, à dans un mois et en attendant, portez-vous bien.